Bienvenue, welcome et willkommen chez Almendra Seeds of Change. Depuis quelques années, il y a un visage que je croise dans des contextes très différents. Je vois ces longs cheveux blonds vénitiennes quand il est en question de lutte contre l'extrême droite. Je la rencontre lors des conférences sur le climat et je la vois régulièrement dans des grandes productions allemandes, au cinéma et à la télévision. L'actrice Feline Rogan est connue notamment pour la série Tatort, le film Soul Kitchen ou la série culte Jerks. Mais elle n'est pas seulement une actrice super talentueuse, elle est aussi une activiste engagée pour une société démocratique et pour un avenir juste et équitable pour les prochaines générations. Je suis Merle Becker et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Feline Rogan chez Almendra. L'interview a été enregistrée à l'origine en allemand et traduite par la merveilleuse Dunia François. Merci beaucoup pour cela. Bonjour Feline, je suis très heureuse que tu sois là. Tu es surtout comme actrice et pourtant, je te vois aussi dans beaucoup d'autres contextes. Par exemple, avec Klima for Art, dont tu es l'un des visages. Et je t'ai vu à la LCOI, la conférence climat des jeunes. Et on te voit aussi sur le tapis rouge avec un message très clair contre le parti d'extrême droite AfD. Comment tout cela s'articule pour toi? Gut. Bien. Je trouve que ça s'accorde très bien, en fait. C'est vrai que tu viens de mentionner des contextes très différents. Le tapis rouge, ça fait partie de ma vie d'actrice. Et je trouve qu'en ces temps de recul démocratique, en ces temps politiques difficiles, on en est parfois, en tant qu'actrice, remis à une seule photo pour illustrer son point de vue. Parce qu'on ne pose pas forcément toujours des questions, on ne donne pas forcément d'interviews, et donc il faut trouver un autre moyen de communiquer dans ces circonstances-là. Et dans ce cas-ci, il y avait justement un gros débat parce que les députés de l'AfD avaient été invités à la Berlinale, comme tous les membres des partis démocratiques. Mais l'AfD est très critique, elle est même hostile à l'égard du monde culturel. Et puisque je savais que ce débat avait lieu, je voulais me rendre à l'ouverture de la Berlinale, je voulais y aller, mais je voulais aussi me positionner clairement. Je ne voulais pas me contenter d'apparaître dans une belle robe et de ne pas clarifier mon point de vue. C'est pourquoi le créateur de bijoux, Jonathan Johnson, m'a fabriqué à la hâte ce collier en 5 jours à peine. Un collier qui existe encore d'ailleurs, si vous voulez l'emprunter, le porter pour une occasion spéciale, pour afficher ce message, c'est tout à fait possible. Bella B du groupe Die Ärzte l'a déjà fait par exemple. C'était un collier anti-AfD. Quelles ont été les réactions? Tous ceux qui m'en ont parlé ont trouvé ça vraiment très bien. Et sur Internet, certaines réactions étaient très désagréables par contre, mais je m'y attendais. Et c'est compréhensible. Ce n'était pas une déclaration amicale, il faut bien le dire. Alors si on s'aventure dans l'espace public avec des déclarations déplaisantes, on risque aussi de recevoir des réactions du même ordre. Mais comme je le disais, nous n'avions pas beaucoup de place. Nous ne pouvions pas écrire un long texte dans l'espace restreint de mon cou. Nous avons donc opté pour un message court, frappant, scintillant à la fois. Jetzt hast du gerade das Internet angesprochen. Tu viens de mentionner Internet. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as été actrice pendant de nombreuses années, un visage connu en Allemagne, et que depuis 5 ou 6 ou 7 ans, tu es devenue aussi visible comme activiste. Comment vis-tu le fait que la jolie actrice allemande soit maintenant jugée différemment sur l'Internet, notamment par des personnes de droite ou d'autres groupes? Comment fais-tu face aux réactions en ligne ou dans la vie réelle? Tant que les réactions ne se produisent que sur Internet, je peux très bien y faire face. Même si des messages de haine, des insultes sur Internet sont parfois brutaux, cruels, ne laissent pas indifférents.
Il y a souvent beaucoup plus de petits cœurs sur Instagram, beaucoup plus de gens qui complimentent, qui disent à quel point ils ont trouvé ça génial, mais malheureusement, c'est l'insulte gratuite écrite par un idiot qui va vous toucher, qui va vous rester plus longtemps en tête, plutôt que tous ces cœurs, tout ce soutien. Mais j'essaye de garder à l'esprit que très souvent, il ne s'agit que de très peu de personnes, mais qui parlent plus fort, qui se font plus entendre que la plupart des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. On voit aussi comment ces messages finissent ensuite dans des groupes de discussion de droite et déclenchent des vagues de haine et d'insultes. Mais je dois dire que pour moi, tout ça est relativement limité. Si je vois ce que reçoivent des femmes comme Luisa Neubauer ou Dutzen Dekal, c'est un tout autre niveau de menaces et d'insultes. Et je dois dire que je reçois pour ma part énormément de soutien aussi. Beaucoup de gens qui trouvent ça très bien, qui me remercient d'utiliser mes réseaux, ma notoriété pour des sujets socialement pertinents. Hast du denn manchmal Angst? Et as-tu parfois peur? Bon, comme je le disais, tant que ça se confine à Internet, non, je n'ai pas peur. Mais certains messages étaient parfois très concrets. À savoir que certaines personnes savaient où j'habitais, par exemple. Pas mon numéro de maison, mais le quartier dans lequel je vis. Et ces personnes ont diffusé cette information. Donc là, c'est devenu réellement désagréable. Mais en fait, je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur non plus. Je ne veux pas me laisser effrayer en quelque sorte. On peut avoir peur, mais comment dire, je pense que les gens se comportent différemment sur Internet. J'ai toujours l'impression, lorsque je vais sur les réseaux sociaux, que je pourrais commencer à me dire « Oh mon Dieu, tout est perdu, on est au bord de la guerre civile ». Et puis ensuite, je vais dans la rue, je regarde autour de moi et je me dis « Bon, en fait, tout fonctionne plutôt bien ici. Les gens s'entendent en fait très bien. Et quand je souris à quelqu'un, on me sourit en retour. » Et ce qui est fou, c'est que ce sont peut-être souvent les mêmes personnes, peuvent être aimables dans la rue et ensuite rentrer chez elles et écrire ce type de commentaires. Oui, exactement. Et je pense que cela fait une différence si on entre en contact avec quelqu'un en réalité, face à face. Ces personnes n'oseraient alors évidemment pas agir de la même façon. Il y a d'autres raisons qui expliquent ces comportements, ces insultes, les algorithmes des réseaux sociaux qui sont tout simplement conçus pour alimenter cette spirale d'indignation, pour pousser les gens toujours plus loin. Mais bon, quand même, réfléchissons, car en vrai, on n'insulte pas les gens frontalement comme ça dans la rue. Ou bon, je ne sais pas, certains le font au volant ou sur leur vélo, mais bon, je ne le recommande pas, disons. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu te tournes si clairement et publiquement vers des sujets politiques? Quel a été le déclencheur? Alors pour moi, comme pour beaucoup d'autres, c'était en 2019. Au moment où les Fridays for Future ont permis de réellement parler de la crise climatique. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la crise, de l'ampleur de l'inaction. En dépit de toutes les connaissances de la situation dans laquelle on se trouve et de ce à quoi ressemblera l'avenir si nous continuons à ne pas agir. Ma fille était encore très petite à l'époque et j'ai juste paniqué. J'ai souffert d'anxiété climatique. Je lis beaucoup le Guardian, ce journal britannique, et ils ont ce qu'on appelle un climate pledge, c'est-à-dire qu'ils dressent rapport de l'urgence de la crise climatique. Et j'ai simplement lu article sur article et j'ai sombré dans un tel état d'impuissance. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, je ne sais pas quoi faire, que faire de cette peur, mais je sentais que je devais agir. Alors j'avais déjà été à des manifestations, je m'étais un peu engagée en privé, mais ça ne me suffisait plus. J'avais besoin d'entrer en action plus efficacement. Et j'ai pensé à l'époque que si tous les secteurs, toutes les branches devaient se tourner vers une économie durable, alors l'industrie du cinéma le devait également.
Mais je n'avais aucune idée de ce qui se faisait déjà dans l'industrie du cinéma, de ce qui se passait à ce niveau. Et comme on a toujours le plus grand levier dans son propre champ d'action, dans le domaine que l'on connaît, où on connaît les gens, les structures de travail, eh bien, j'ai cherché des collègues qui partageaient mes réflexions. Et ensemble, nous avons essayé de mieux comprendre l'état de la situation dans le secteur ou dans l'industrie cinématographique. Quelles sont les émissions liées à un film, à une production? Alors nous ne le savions pas à ce moment-là, les chiffres n'étaient pas encore connus pour l'Allemagne, mais bien pour le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où ils font des films un peu plus grands, mais là, par exemple, le trafic aérien qui a lieu pour un film représente 11 allées simples vers la Lune. Et la consommation en bouteilles d'eau en plastique sur un tournage représente ce que consomment en moyenne 168 personnes par an. Avec l'électricité utilisée, on pourrait illuminer complètement Times Square pendant 5 jours, et ainsi de suite. Donc c'est une énorme consommation d'énergie. Et si vous considérez qu'une tonne de CO2 fait fondre environ 3 mètres carrés de glace arctique, alors chaque film fait des gros trous, pour ainsi dire. En Allemagne, on sait maintenant que le tournage d'un Tatort consomme de 10 à 17 tonnes. Non, c'est pas ça, désolé. Ça consomme autant que 10 à 17 Allemands par année en fonction de leur style de vie. Pour un épisode de Tatort diffusé chaque dimanche. Oui, c'est ça, un Tatort se diffusait tous les dimanches. Et je veux dire, quand on regarde ce qui se passe à la télévision, ce qui est produit, combien de films pour le cinéma, de films en streaming, combien d'émissions de télé, de documentaires, ça fait beaucoup d'énergie consommée, beaucoup de CO2 émis. Et nous nous sommes dit que nous voulions aider à changer cela d'une manière ou d'une autre. En tant qu'acteur, en tant qu'actrice, comme je l'ai déjà mentionné, on a tout de même une certaine portée. On peut toucher beaucoup de monde. Et le secteur du cinéma a aussi une réputation un peu glamour. Et c'est pourquoi nous nous prêtons très bien, je trouve, à être une sorte de modèle de secteur exemplaire. Parce que si nous y parvenons, alors toute la problématique peut aussi s'extraire du cercle assez restreint de l'écologie. Ça permet de cadrer le sujet un peu différemment. Par exemple, le prix du film de l'Académie allemande du cinéma est maintenant aussi très attentif au sujet. Il est devenu un événement certifié ISO. On ne s'y rend plus en limousine, mais avec des bus des transports publics de la ville de Berlin. C'est très sympa. Il y a aussi de la nourriture végétarienne. Ils utilisent surtout de l'électricité verte. Ce sont ces choses invisibles, mais qui font la plus grande différence. Et oui, fort heureusement, beaucoup de choses se sont déjà améliorées. En 2020, vous avez fondé Changemakers Film. Tu penses que le changement qui a eu lieu est lié à votre engagement ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Alors oui, c'est ça. Donc nous avons créé Changemakers 2020. Et puis, c'est plutôt drôle en fait, mais nous avions rédigé un document d'engagement personnel où nous avions décrit notre idée, l'idéal d'un tournage vert, d'une production verte. Nous avons discuté avec tous les corps de métier, toutes les associations du milieu, car chacun connaît le mieux son propre domaine de travail. On sait comment réinventer les méthodes de travail. Nous avons tout mis sur papier et cet engagement a fuité dans la presse, a été complètement mis en pièces par le journal Süddeutsche Zeitung. Alors c'était un choc pour nous, mais cela nous a apporté beaucoup de soutien dans le secteur et beaucoup de visibilité aussi. Ça nous a permis d'être invités dans un groupe, le groupe de travail Green Shooting, et avec ce groupe, nous avons négocié des normes écologiques. C'était donc un peu le fruit du hasard, notre fondation à ce moment-là, mais je crois que le temps était venu. Il y a parfois des moments de grandes avancées, mais qui interviennent après des initiatives de longue haleine, des années de travail de quelques personnes individuelles. Avec le féminisme, ça arrive souvent. On voit certaines questions émerger soudainement, mais elles succèdent généralement à des années de travail préliminaire. Autrement dit, nous n'y sommes absolument pas arrivés tout seuls. Nous sommes simplement, apparus sur la scène au bon moment, pour ainsi dire. Et nous avons ensuite été invités dans ce groupe de travail qui rassemble
toutes les grandes chaînes, producteurs, la promotion cinématographique. Et nous étions en quelque sorte les seuls à ne pas représenter un plus grand groupe. Nous avons été invités comme des électrons libres pour veiller à ce que tout cela ne devienne pas de l'éco-blanchiment, du greenwashing, car c'est un risque quand un secteur s'impose des règles à lui-même. Et nous avons donc là contribué à ce que les normes ne soient pas diluées. Bien que je doive dire que ces négociations ont complètement changé ma conception de la démocratie. Parce que je sais maintenant à quel point il est difficile de dégager des accords en coalition. J'ai vu que l'on peut aborder des négociations avec des idéaux très élevés et puis négocier pendant des heures sur certains concepts pour finalement s'estimer heureux d'aboutir à une forme de consensus, quel qu'il soit, plutôt que sur un échec total. Und deshalb bin ich zum Beispiel gar nicht so hart ins Gericht gegangen mit sowas wie der Ampelregierung. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai été moins critique envers la coalition gouvernementale en Allemagne, parce que je peux bien m'imaginer ce qui se passe en coulisses, la discussion qui se joue entre tous les protagonistes. Il vaut mieux que des décisions soient prises plutôt que de ne rien avoir, et que ces décisions, ensuite, peuvent encore être améliorées progressivement. Mais ce qui a parfois l'air de l'extérieur d'une solution ultra diluée est le résultat d'un dur combat. Gleichzeitig haben wir natürlich die wahnsinnige Dringlichkeit, ne? Also ich bin auch immer so hin und her zwischen. Et en même temps, je me dis que nous avons peut-être pas le temps de nous asseoir pendant des années pour discuter et chercher le plus petit dénominateur commun. Was die Klimakatastrophe angeht. Und dann denke ich auch wieder, eigentlich haben wir aber auch keine Zeit, uns jetzt jahrelang hinzusetzen und zu diskutieren und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Non, la nature n'attend pas l'aboutissement de nos négociations. Elle nous démontre que malgré nos efforts, ce que nous avons fait n'est malheureusement pas suffisant. Donc, c'est vrai que la nature est intransigeante et il ne faut vraiment pas l'oublier. Même si certains l'oublient, encore et encore. La loi sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple, était affaiblie. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment peut-on faire ça? Mais nous devons continuer. Ça vaut le coup. En fin de compte, ça vaut la peine de continuer le combat. Ich finde es schön bei dir, dass, also ich höre das von vielen Menschen so aus der Bubble, die sagen, oh, wir müssen dringend was tun und j'entends souvent dans notre bulle que beaucoup disent qu'il faut agir maintenant. Je dois quitter mon travail et m'engager à plein temps. Mais toi, t'as regardé autour de toi. T'as regardé dans ton propre secteur. T'as dit, d'accord, je suis ici, j'ai mon réseau aussi, je suis actrice, c'est mon domaine, même si je dois encore apprendre. T'as dit que t'as dû faire des recherches, comprendre les émotions et tout ça. Mais t'as montré là où tu es dans la vie, réellement créer du changement. Je trouve cela hyper impressionnant. En même temps, tu es engagé sur beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la lutte contre l'extrême droite. Je ne sais pas si tu te souviens, nous nous sommes croisés une fois. Nous portions tous les deux une pull de SOS Humanity. Le sauvetage en mer est un autre sujet. La catastrophe climatique aussi. Tu es donc très engagé politiquement sur plusieurs niveaux. Tu arrives à intégrer tout cela dans ton réseau et dans ton champ d'action. As-tu une étoile polaire qui te guide? Hast du da einen Nordstern, nach dem du gehst? Es hat angefangen mit dem Engagement Eh bien, ça a commencé avec l'engagement contre la crise climatique. Mais pour terminer sur ce que je disais sur les changemakers, nous avions eu ces négociations qui ont ensuite abouti dans une loi. La loi sur la promotion du cinéma. À savoir que tous ceux qui produisent un film avec des subventions allemandes, donc avec des fonds publics, doivent aujourd'hui se conformer aux directives écologiques. C'est un énorme succès. Nous en avons nous-mêmes été surpris, on n'avait jamais pensé y arriver. Nous avons agi à partir de notre propre panique. 3 ans plus tard, nous avons coécrit cette loi que tout le monde doit respecter. On en voit les effets aujourd'hui et ça a vraiment changé la donne pendant les tournages. Les déchets sont triés. On n'utilise plus de gobelets à usage unique, etc. À travers ces petites choses, c'est une nouvelle norme qui s'est vraiment établie. Et les gens s'y sont habitués assez vite aussi. C'est comme ça, maintenant, plus personne ne s'en plaint. C'est une expérience agréable, très motivante, de voir que c'est possible. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre parce que je pense que tout le monde
à un domaine où il a de l'influence, même sans en avoir forcément conscience. Les débuts sont parfois difficiles. Lorsqu'il faut pousser la porte de l'activisme ou de l'engagement, on ne sait pas comment s'y prendre, mais je pense qu'il suffit de regarder où on travaille, dans son club de sport, à la maison, quelque chose comme ça, et de voir ce qui se passe dans la rue, dans son quartier, de comprendre ce qui nous dérange, ce qui ne va pas et ce que l'on pourrait améliorer. Et on trouve généralement des occasions de s'engager et de faire un peu bouger les choses. Ce sont des sujets qui sont devenus très largement répandus maintenant. Mais ça a commencé au départ comme ça. Le féminisme et l'égalité entre femmes et hommes m'ont toujours intéressée, aussi vu mon genre sans doute. Et cette égalité, cette justice est intrinsèquement liée à la crise climatique. En fin de compte, la crise climatique, c'est en quelque sorte le fondement pour toutes ces questions-là. On peut le voir très facilement, toutes ces questions aujourd'hui qui sont fustigées, attaquées violemment par la droite et l'extrême droite. Et comme je le disais, il s'agit de justice sociale, de diversité, d'égalité. Ce sont autant de sujets qui sont aggravés par la crise climatique. Si les ressources disparaissent, si nous n'avons plus d'eau, ou si elle se raréfie, ces conflits, ces problèmes s'exacerbent. Je veux dire, en parlant de SOS Humanity, l'Europe est déjà une forteresse. Les gens se noient aux frontières extérieures. Et si la crise climatique affecte les moyens de subsistance dans les zones proches de l'équateur et que les gens ne peuvent plus y vivre, que doivent-ils faire? Ils vont prendre la route. Et qui a causé cette situation? Nous. Nous y avons contribué. Donc nous devons aussi faire ce qu'il faut pour y remédier. Tous ces thèmes sont étroitement liés. Donc oui, je ne peux pas les dissocier. Mais bien sûr, il faut aussi faire attention à ne pas s'inquiéter de tout, pour ainsi dire. Quand on commence à s'engager, on risque aussi de s'inquiéter pour tout. C'est important, je pense aussi, dans ce cadre-là, de s'unir, de rencontrer des gens. C'est ce que nous faisons avec Changemakers. Nous associons à des personnes qui s'engagent dans d'autres domaines. Nous essayons aussi de rassembler des ONG. Car, comme je le disais, nous sommes tous attaqués par la droite et lorsqu'on se rassemble, que l'on réfléchit ensemble, on est beaucoup plus fort. On gagne en efficacité, en résistance. Würdest du denn sagen, dirais-tu que ton engagement politique a un impact sur ta carrière d'actrice? Es-tu peut-être l'actrice dérangeante qui n'obtient plus certains rôles ou est-ce que c'est peut-être même le contraire? Je ne sais pas, franchement. Je crois que ça se discute en coulisses au moment du casting, en mon absence. Et je pense que ça va probablement dans les deux sens. Donc je pense qu'il y a des gens pour qui je me suis fait remarquer positivement et pour d'autres négativement. Et pour cela, peut-être qu'ils se disent « Oh non, pas elle, elle est agaçante ». Mais j'ai l'impression que pour la crise climatique, en tout cas, il y a beaucoup moins de résistance en tant que telle, à l'exception des États-Unis, etc. peut-être, mais dans notre secteur, le consensus est très largement partagé, et déjà depuis 2019. Rares sont les personnes aujourd'hui qui pensent que le sujet n'est pas important ou qu'il n'y a pas besoin de s'engager. Ce qui se passe toujours, par contre, c'est cette tendance à remettre à plus tard. Oui, c'est important, mais pas maintenant. D'abord, l'économie, par exemple. Et oui, bien sûr, je remarque parfois dans les conversations que j'ai tendance à donner mauvaise conscience aux gens, même sans rien dire. Car ils m'associent au sujet et ils ont tendance à se justifier, car ils se sentent jugés par moi, alors que ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et je me dis toujours, ça c'est intéressant, bon, très bien, car ça indique déjà une prise de conscience. D'une manière ou d'une autre, il y a déjà un processus en cours. Das schlechte Gewissen ist zumindest schon mal da. Oui, exactement. Sans confrontation non plus, je n'ai plus rien à dire, nous sommes tous au courant. Les faits sont sur la table. Dans une autre épisode d'Almendra, nous avons reçu l'équipe de Climat for Art. Ils nous ont expliqué comment elle essaye de faire entrer les sujets climatiques dans les médias.
Comment vois-tu cela dans le storytelling des films? J'ai l'impression que dans le paysage médiatique allemand, que ce soit au cinéma ou à la télévision, il y a une sorte de réalité parallèle dans laquelle la catastrophe climatique n'existe pas. Les personnages continuent à prendre l'avion pour les vacances, à conduire de grosses voitures, et cela reste désirable dans la narration. Je partage malheureusement ton impression. Oui, ces films sont vraiment rares, ils sont un peu plus nombreux quand on sort des sentiers battus peut-être, dans l'avant-dernier film de Christian Petzold par exemple, où l'histoire se passe dans une forêt, où il y a des feux de forêt, et c'est là qu'on voit lentement émerger la réalité. C'est vrai. Mais en général, il neige encore dans les films de Noël. Et quand j'y pense, ma fille a 8 ans maintenant, elle n'a jamais connu de Noël sous la neige. Elle ne connaît que Noël sous la bruine. C'est étrange qu'il y ait un tel écart par rapport à la réalité. Et oui, ça vaut aussi pour le comportement des personnages. C'est intéressant de se demander ce qu'il en est d'un film où la crise climatique n'apparaît pas. Sans vouloir dire qu'il faut faire un film sur la crise climatique, mais cette crise est dans nos vies à tous. Il suffit de regarder la météo, d'écouter les informations pour voir ce qui devient plus cher, ce qui a disparu. La crise climatique est partout. Et si vous faites un film où elle n'apparaît pas du tout, eh bien c'est de la science-fiction. Parce que ça ne sera plus jamais le cas. Et beaucoup de ces films de science-fiction sont aujourd'hui produits précisément de cette façon-là. Et je pense aussi qu'en fin de compte, cela rend les films un peu hors de propos, parce que les gens n'y trouvent plus de correspondance avec leur réalité. Les efforts de refoulement nécessaires pour décrire un monde de ce type-là, pour vraiment ignorer complètement la crise climatique, ces efforts sont absolument énormes. Donc ça doit être incroyablement fatigant. Alors que ce que l'on voudrait, c'est que nos peurs, nos inquiétudes soient reconnues, que l'on puisse voir ces personnes à la télévision vivre la même réalité que nous. Et je crois aussi que la télévision, le cinéma pourrait avoir un rôle incroyablement exemplaire. L'industrie du ciné a une possibilité unique par rapport à tous les autres secteurs, car nous avons cette capacité de créer des mondes qui n'existent pas encore, comme avec une boîte magique. Et maintenant, en ce temps où les utopies manquent, où le récit permanent, c'est que tout se détériore, qu'on va vers le pire, les gens s'accrochent d'autant plus au statu quo, parce qu'ils pensent, bon, d'accord, puisque l'avenir sera terrible, je prends encore tout ce que je peux maintenant. C'est un peu ce qui prévaut. Et là, c'est très difficile de se mettre en mouvement, de s'engager. À quoi bon s'engager pour quel avenir? Et nous, l'industrie cinématographique, nous pouvons justement montrer ce qui est possible. Par exemple, une ville qui a déjà réussi sa transition verte en matière de transport. Alors oui, c'est super ennuyeux, personne ne veut voir un film sur ce sujet en particulier, mais on pourrait simplement visualiser cette nouvelle réalité. On pourrait voir les enfants jouer dans la rue sans que les parents aient peur qu'ils se fassent écraser. Ça n'empêche pas non plus le happy ending avec le baiser final. On pourrait voir tout l'espace prévu pour les gens, pour les arbres, tous les espaces de rencontres possibles dans cette nouvelle ville. Et c'est comme ça qu'on pourrait rendre visible cette nouvelle réalité assez facilement, pour que les gens n'aient pas uniquement l'impression qu'on leur retire leur place de stationnement, qu'on leur enlève des privilèges, mais que l'on puisse leur montrer tout ce que l'on gagne. Ça serait vraiment cool. Donc, au lieu d'un échappement, une évasion vers le bon butin, avant que nous sachions tout cela, peut-être plus de vision positive d'un avenir bon pour tout. Oui, parce qu'il faut être capable d'imaginer l'avenir. Joseph Beuys l'a dit, il faut être capable d'imaginer l'avenir, sinon nous n'aurons pas l'avenir que nous souhaitons, mais celui que nous ne voulons pas avoir. C'est un peu ça. C'est pour cela qu'il faut aussi fixer un objectif, un but à atteindre. Et puis c'est vrai que de façon générale, moi et toute ma génération, nous avons grandi avec des films où c'était Bruce Willis ou Tom Cruise, par exemple. En tout cas, un homme avec une machine qui sauve le monde pendant que la femme attend à la maison en pleurant.
Et ce récit-là, il est très fossile en quelque sorte. Et cela n'arrivera pas. Il n'y aura pas d'Elon Musk avec une machine qui nous sauvera tous. Au contraire, nous devons tous nous unir, tous ensemble, tenter d'améliorer nos conditions. Et aussi trouver de nouvelles possibilités narratives, de nouvelles histoires, peut-être aussi de nouvelles figures héroïques, des histoires sur la façon dont on change les choses ensemble plutôt que d'attendre le super-héros. Tu viens de dire que ta fille a 8 ans. Cela veut dire que dans 10 ans, elle sera majeure. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais bien lui dire? De quoi tu es fier? Qu'est-ce qui a changé grâce à ton engagement si tu imagines cette vision positive de l'avenir? À quoi ressemble ton avenir idéal au moment où ta fille devient adulte? Also, ich hoffe, dass der J'espère que Backlash le dann vorbei ist. recul démocratique, le virage à droite sera révolu en Europe Und dass et sich qu'on dann se wieder concentrera à nouveau sur la façon de créer wir un monde vivable pour tous, schaffen können, avec des niveaux de vie équitablement répartis. verteilt sind. Und Et quelle est mein ma Anteil part daran? dans Also, tout wie ça? gesagt, ich Bon, je vais versuche, essayer de continuer à weiter faire ma mitzuhelfen. part dans l'industrie du cinéma. J'aimerais aussi que ce que nous avons fait en Allemagne, Dass es dieses à Gesetz savoir gibt, l'apparition de cette loi que les films puissent être produits wenn man sich an ökologische Mindeststandards uniquement en hält, respectant des normes écologiques minimales, eh bien, j'aimerais que cela s'applique également aux autres pays. J'étais justement à Bruxelles, j'avais un tournage en Belgique. C'était une production allemande, mais peu importe. En tout cas, c'était un choc pour moi. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est pas possible. On boit encore dans des gobelets en carton ici, qu'on bazarde ensuite dans la même poubelle que les bouteilles en plastique. Il n'y a pas de caution. Tout est à usage unique. Sans doute pas d'électricité verte non plus. Et puis tout le monde prend l'avion de Berlin à Bruxelles. Je me suis dit, mais allez, sérieusement, les gars, on en est encore là? Ce n'est pas plus rapide. Moi, ça m'a pris 6 heures de Hambourg à Bruxelles, alors que vous avez dû poireauter à l'aéroport avec toutes ces alertes drones en plus. Donc, on réalise qu'il faut changer les structures, les règles. Et alors, les gens s'adaptent. Donc, dans 10 ans, je voudrais que le réseau ferroviaire allemand, non pas seulement allemand d'ailleurs, mais européen, soit à nouveau fonctionnel. Je voudrais qu'il y ait des trains de nuit. Et qu'il y ait peut-être aussi une forme de participation, que la démocratie s'établisse un peu différemment, que des conseils de citoyens existent avec un vrai pouvoir de décision, une réelle implication, pour que le désenchantement politique et le mécontentement diminuent et que les gens aient le sentiment d'avoir voix au chapitre et en tout cas d'être informés. Quand je regarde ma fille, je me dis que toute cette génération d'enfants, au moins dans ma bulle autour de moi, ces enfants-là ont déjà tous compris. Et quand je regarde les enfants, de façon générale, les enfants ne jettent pas d'ordures dans la rue. Les enfants ne veulent pas manger d'animaux non plus. Les enfants aiment la nature et ils ont une connexion avec la nature qu'on perd en grandissant. En fait, ce n'est pas si difficile qu'ils la préservent, cette connexion. Ils ont déjà tous cette boussole intérieure pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc je me dis, si ça tient à eux, à ces enfants, si ce sont eux qui arrivent au pouvoir, eh bien, je pense que tout ira bien. Céline, du hast am Anfang gesagt, dass du gestartet hast mit dem ganzen Engagement. Au début, tu as expliqué que ton engagement a commencé en 2019 à partir de la climate anxiety, cette angoisse liée au climat. Dans notre conversation, j'entends aussi beaucoup d'optimisme, notamment grâce aux résultats que tu as obtenus et aux changements que tu as pu initier. Mais y a-t-il des moments où tu as besoin de soutien? Des moments où tu penses malgré tout que nous n'avançons pas assez vite et que le temps file? Y a-t-il une chanson que tu écoutes dans ces moments-là et qui t'aide à revenir à l'action? Wieder ins Tun zu kommen. Ja, also Lieder. Oui, les chansons m'accompagnent et me donnent toujours de l'énergie et peuvent très bien aussi
nous sortir de la mauvaise humeur ou nous sortir de mauvaises passes. Parfois, il faut aussi juste l'accepter. C'est normal que parfois ça n'aille pas. Il vaut juste mieux ne pas se replier sur soi, mais plutôt en parler avec les autres, partager. Car quand on échange, on se sent généralement mieux aussi. Pour l'instant, parce que ça change tout le temps pour moi, mais donc pour le moment, mon morceau pour faire le plein d'énergie, c'est Sugar in My Tongue de Tyler, the Creator. Merci beaucoup. Nous allons l'ajouter à notre playlist, une playlist pleine de chansons qui motivent très différents les unes des autres. Tous nos invités et tous nos invités ont des goûts musicaux très variés. C'est toujours passionnant. Cela vaut vraiment la peine d'un œil. Féline, beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé tout cela. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Je vais continuer à suivre ton travail. Merci pour tout ce que tu fais et beaucoup de succès pour la suite. Dankeschön. Merci à toi aussi. C'était la conversation avec Féline Rogan. J'espère qu'elle vous a donné autant de motivation qu'à moi. Si vous retenez une chose de cet épisode, peut-être ceci. Les changements commencent souvent exactement là où nous sommes déjà actifs et visibles. Comme je l'ai dit, Almendra propose aussi une playlist en croissance avec les chansons qui motivent nos invités. Vous la trouvez dans les show notes. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Almendra pour ne manquer aucune des prochaines conversations. Et écrivez-nous si vous avez des idées de personnes qu'on devrait inviter pour continuer à parler d'innovation, de démocratie et d'un avenir plus juste. Notre adresse email est info@almendra-impact.eu. Merci d'avoir été avec nous. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode.